Bonjour mes amis et bienvenue de retour. À seulement 100 km de la frontière estonienne, donc à 1 heure de voiture ou un peu plus, quelque chose de gros a explosé. Le plus grand centre d'exportation de pétrole brut par voie maritime de la mer Baltique de la Fédération de Russie. Je parle du port de Primorsk, vous pouvez le voir sur la carte. Il est juste ici à côté de l'Estonie, juste ici à côté de Saint-Pétersbourg et aussi proche de la frontière finlandaise que de la frontière estonienne. Et il y a eu beaucoup de grosses explosions là-bas. J'imagine que les Russes te fument de façon totalement imprudente. Pourquoi me croire sur parole? Regardez la vidéo. Boum! Boum! Maintenant, celles-ci sont un peu plus grosses que vos attaques de drones habituelles. Je suppose que ce sont des flamants roses. Bink à ceux qui pénètrent dans les zones arrières de Poutine. Je parle de vraies zones arrières, car Saint-Pétersbourg est en fait la ville natale de Poutine, et ceci se trouve derrière Saint-Pétersbourg. Donc, à l'arrière, les flamants roses pénètrent. J'aime ça. L'installation pétrolière traite plus d'1 million de barils par jour. Environ 60% de l'ensemble des exportations russes de pétrole par voie maritime passent par le port de Primorsk. À en juger par les photos, l'incendie après l'attaque fait toujours rage. Le 12 septembre, des drones ukrainiens ont également attaqué ce port. Donc, c'est la deuxième fois. La dernière fois, c'était des drones, cette fois sûrement des flamants roses. Tu sais ce qui rend ça encore plus effrayant? Parce que les flamants roses, ils sont fabriqués localement. Personne n'a son mot à dire sur l'endroit où l'Ukraine peut les utiliser. Ils peuvent les utiliser où ils veulent, ce qui veut dire que la Russie ne peut pas faire pression sur les pays occidentaux pour imposer des restrictions à ces démons roses. Je pense que c'est très approprié de regarder ce clip de 30 secondes de Poutine, disant qu'il ne veut pas s'ennuyer. Vous savez, quand tout est calme, mesuré et stable, on s'ennuie. Stagnation. Je veux de l'action dès que ça commence à bouger. Tout devient fou. Et des secondes, des balles malheureusement. Les balles sifflent maintenant. Nous avons tellement peur. L'horreur, eh bien, c'est terrible, voilà. Hors contexte, mais je pense que c'est parfait parce que le port de Primorsk, près de la ville natale de Poutine, a explosé et je ne pense pas que Poutine s'ennuie en ce moment. Je pense qu'il est très excité. Pas du tout ennuyé. Regardons-en une autre pour le plaisir. Regardez-moi ça. Ça ne ressemble pas à des drones pour moi. Regardez-moi ça. Mince. Je veux dire, c'est à 1000 km de l'Ukraine. 100 millions de tonnes de pétrole et de produits pétroliers passent chaque année par Primorsk. C'est une installation gigantesque et elle produit un incendie énorme. Les forces armées ukrainiennes, la 59e brigade de fusiliers motorisés, nous offrent une magnifique vidéo. Une vidéo que j'attendais depuis si longtemps. Je pensais qu'on en verrait beaucoup plus, mais non, ils sont extrêmement rares. Je parle bien sûr du drone FPV qui abat l'hélicoptère d'attaque Ka-52 l'Alligator. Le plus gros, le plus redoutable hélicoptère russe à double rotor. Regardons la vidéo. Premier vol, raté, il fait demi-tour et retrouve immédiatement la cible. Et boum dans le deuxième. Ouais, c'est de ça que je parle. Tu vois, tu aurais deviné. On voyait ça plus souvent durant les 4 ans de guerre, mais tu ne l'as pas fait. C'est incroyablement difficile de trouver des hélicos à abattre en plein vol. D'ailleurs, ces hélicos étaient en mission d'attaque. Ils volaient prente par paire. Le premier a tiré ses missiles en l'air. Il les utilise comme de l'artillerie. Et le deuxième n'a pas pu tirer parce que le drone FPV s'est connecté à lui. Et il a fait demi-tour, il a été touché, il a encore volé sur 4 km, puis il a atterri en urgence. Et quand je dis atterri en urgence, je veux dire qu'il s'est écrasé, bien sûr. Au fait, des drones ukrainiens ont immédiatement volé vers le site du crash pour éliminer tout Russe qui aurait pu survivre. Et oui, il y a des images d'un drone de reconnaissance ukrainien. C'est le premier hélicoptère qui tire, c'est une charge utile. Le deuxième hélicoptère ne fait pas ça. Il s'apprête à le faire, mais ensuite quelque chose de surprenant se produit. Bien sûr, nous savons ce que c'est. Boum, la liberté exportée. Cet hélicoptère ne s'écrase pas immédiatement. Il vole encore plusieurs kilomètres avant de s'écraser dans un champ. Et ensuite, une multitude de drones ukrainiens envahissent la zone de l'atterrissage forcé et la démilitarisent. Il y a beaucoup de fumier autour de Jack Hopper maintenant. Ça descend 3-2-1.
Boum, magnifique, c'est la carte où tout s'est passé. Il a été touché près de Konstantinivka, puis a volé encore environ 4 km vers l'arrière. Ce qui est intéressant ici, c'est que cela illustre encore une fois l'efficacité ou la façon de lire les cartes. Vous voyez, ça c'est la zone grise et ça c'est la zone contrôlée par les Russes, qui est encore saturée par les drones FPV ukrainiens. Ils ne volent pas seulement dans la zone grise. Des drones plus longs avec une plus grande portée volent à 10, 15-20 km dans l'espace aérien ou la zone contrôlée par les Russes sur les lignes de front. Et cet hélicoptère était censé être en sécurité. Je veux dire, il ne veut pas voler près de la zone grise, il serait abattu. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pourtant, il a été touché par un drone ukrainien. Cela montre bien que, prenons la ligne 0 au milieu de la zone grise. 50 km de chaque côté, vous êtes dans une zone très dangereuse où les drones ennemis peuvent faire beaucoup de dégâts. L'offensive de printemps russe a commencé il y a environ 10 jours, quelque chose comme ça. Et Zelensky dit que la Russie a intensifié ses attaques en profitant de la météo, mais a quand même perdu plus de 8000 soldats en une semaine. Bien sûr, on parle ici des tués, blessés et disparus, tout confondu. Mais quand même, c'est un chiffre énorme. C'est le chiffre de leur offensive de printemps. Les pertes ont explosé depuis qu'ils ont lancé l'offensive pratiquement sur tout le front, au sud et à l'est. En parlant de l'Est, même l'Institut international d'études de la guerre, qui est vraiment conservateur, vraiment analytique, prend son temps. Même eux confirment que les Russes ont lancé leur offensive terrestre, l'offensive de printemps 2026 à l'Est. Le 19 mars, la Russie a envoyé 500 soldats contre les positions de Lem en Ukraine lors de 7 assauts simultanés. Des motos, des buggy, des véhicules blindés, et ils en ont perdu 405. Quel est le pourcentage de pertes ? Je suppose que c'est autour de 80%, quelque chose comme ça. Sur 500, 405 sont partis, devenus de bons Russes. De l'engrais, mis hors d'état de nuire, dorment avec les poissons. Ces taux de perte y sont intenables. La Russie le fait quand même. Apparemment, ils ont réduit la formation de base d'1 mois à 1 semaine pour continuer à envoyer des remplaçants. La cible, c'est la ceinture de forteresse de l'Ukraine. Une chaîne de 50 km de villes fortifiées, de Soloviansk à Konstantinivka, qui ancre la défense de l'Ukraine dans le Donetsk depuis 2014. La Russie avance depuis le nord à travers Liman et prépare simultanément une approche sud via Kramatorsk-Konstantinivka. Regardez ça. C'est la ceinture défensive de villes fortifiées et de positions fortifiées dans les champs. Une attaque simultanée ici n'a fait qu'augmenter le taux de perte. J'ai beaucoup de vidéos de drones que je ne peux pas encore montrer, mais j'ai vu les conséquences d'une véritable attaque de cavalerie. Environ 10 soldats russes à cheval ont chargé à travers un champ et les conséquences ont malheureusement été tragiques. Même les chevaux dormaient avec les poissons. Je suis triste de dire que les Russes en Pételo le sont vraiment étranges, un peuple d'empire tellement étrange. Ils ne protestent pas contre la guerre, ils ne protestent pas. Quand la saison de la fontaine à merde recommence pour la 4e année et que de magnifiques stalactites de merde apparaissent à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Mais maintenant, quand Poutine décide de couper Internet et de restreindre l'accès de tout le monde à Internet et de forcer tout le monde à supprimer Telegram et à installer le Max. L'application de messagerie contrôlée par le FSP, les gens n'ont soudainement plus peur du gouvernement et parlent en ligne sur les applications contrôlées par le gouvernement. À quel point ils détestent ça ? Regardez. Je vous présente Fighter Bomber, un blogueur militaire russe populaire. Je me suis connecté à un réseau social russe pour évaluer ses perspectives et ses capacités actuelles, et j'ai été stupéfait. J'ai fait défiler les bobines, les shorts ou peu importe comment on les appelle vraiment. Je comprends comment fonctionnent les suggestions basées sur les vidéos que tu regardes, donc je sais comment cela est arrivé. Il se trouve qu'environ 1 vidéo sur 3 que je regardais commençait à apparaître avec du contenu incendiaire sur les vaches. Tu sais, les vaches que les Russes sont en train d'abattre par milliers pour faire de la place au monopole des grandes exploitations agricoles. À propos de l'illégalité du gouvernement, des responsables pourris, de l'opération militaire spéciale SVO, du système de santé pourri, de la hausse des prix et des impôts, de l'étouffement de la liberté et d'Internet. Les gens sont ouvertement très en colère contre Poutine, qui restreint l'accès à Internet et à Telegram, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. En ligne, Internet est en panne depuis des semaines maintenant.
Par exemple, tu sors dans la rue, tu prends ton téléphone, tu n'as aucune connexion. Peux-tu imaginer ça dans une grande ville où vivent plus de 10 millions de personnes ? Donc ils organisent en fait une manifestation dans les grandes villes de Russie à la fin du mois de mars contre les restrictions d'Internet imposées par Poutine. Il ne s'agit pas des enfants tués en Ukraine, mais qu'on me coupe Internet, là c'est grave. En tant que Russe, j'ai des droits et je vais me battre pour eux, tant pis pour les Ukrainiens, ce n'est pas pour eux. Cela montre ce qui est important pour les Russes, ils acceptent la guerre. Ils ne sont pas d'accord pour ne pas avoir accès à l'Internet occidental parce que Poutine veut faire de l'Internet russe un modèle comme celui de la Chine, où l'État contrôle toute la bulle Internet du pays. Les Russes ne veulent pas ça, mais que se passe-t-il chez le plus grand ami de la Russie ? Que se passe-t-il en Iran ? Comment Donald Trump s'en sort-il là-bas ? Eh bien, il a vraiment perdu son sang-froid, il s'est vraiment énervé, et je vais vous lire ce qu'il a publié. Il a donné un ultimatum, je vous le lis. Si l'Iran n'ouvre pas complètement sans menace le détroit d'Ormuz, dans les 48 heures, à partir de ce moment précis, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. Merci pour votre dossier. Quand cela a-t-il été publié ? Je filme ceci le matin, vous le regardez le matin en Amérique ou le soir en Europe. Quoi qu'il en soit, quand vous le regardez, c'est pareil. Cet ultimatum arrivera à échéance dans quelques heures, au moment où vous le regarderez. Dites-moi en commentaire ce qui se passe, car je l'ignore encore. Mais l'Iran a déjà réagi à cette menace. Des sources iraniennes ont déclaré que dans l'éventualité où les États-Unis sécuriseraient l'île de Karg pour ouvrir le détroit d'Ormuz, l'Iran envisagerait d'attaquer des navires commerciaux ailleurs dans le détroit de Bab el-Mandeb et en mer Rouge. Voyez, c'est l'île de Karg juste ici. Dans le golfe Persique, elle est responsable d'environ 90% du pétrole iranien qui transite par le golfe Persique. Si cela devait être pris par les États-Unis, l'Iran, les revenus monétaires iraniens seraient réduits à zéro, tout serait perdu. Mais si les États-Unis font cela, l'Iran a promis d'attaquer les navires commerciaux occidentaux, partout où ils le pourront. En plus de cela, les responsables iraniens ont également publié leurs exigences officielles pour arrêter la guerre. Je vais vous lire ces exigences et elles sont scandaleuses. Premièrement, des garanties solides pour que la guerre ne se reproduise jamais. Ça me va. Deuxièmement, la fermeture de toutes les bases américaines au Moyen-Orient. WA a obtenu le point numéro 3. Une compensation totale payée par l'USRA pour tous les dégâts. Imagine à quel point c'est drôle. L'USRA bombarde l'armée iranienne jusqu'à l'âge de pierre, puis il peine pour tout ça. Impossible que quelqu'un ait inventé ça en Iran. Numéro 4. Mettre fin complètement à toutes les guerres dans la région, y compris contre les groupes pro-iraniens. Je pense que c'est un film comique. Numéro 5. Un tout nouveau régime juridique donnant à l'Iran le contrôle du détroit d'Ormuz. Numéro 6. Des personnalités hostiles des médias remises à l'Iran. Il y avait un certain pétrolier grec, un navire civil grec qui a été frappé dans le golfe Persique, comme le reste des 3200 navires. Mais ils s'en sont sortis en payant 2 millions de dollars en yuan, la monnaie chinoise, à l'Iran, et ils ont pu partir. C'était comme une rançon ou quelque chose comme ça. Donc pour 2 millions par navire, les autorités iraniennes permettent aux navires de passer le détroit d'Ormuz. Ce qui est notable, c'est que le régime iranien lui-même a diffusé ce message, donc il y a actuellement 3200 navires bloqués dans le golfe Persique. S'ils ont vraiment besoin de sortir et de payer cette somme, l'Iran va gagner pas mal d'argent grâce à cela. Je ne sais pas si quelqu'un va le faire ou non, mais ils exigent maintenant une rançon. Ou comment appelez-vous cela ? Ils font du chantage à ces navires. Au fait, 3200 navires sont actuellement piégés dans le golfe Persique. Cela représente environ 20 000 marins des marins. Je ne sais pas comment vous les appelez, des travailleurs de navires. Eh bien, il y a 20 000 personnes sur ces navires. Beaucoup de ces navires se voient refuser l'accès aux ports de tous les pays du golfe Persique. Il y a une file d'attente pour faire des ravitaillements dans les ports. Cela pourrait se transformer en une catastrophe humanitaire massive pour les marins, 20 000 personnes sur ces navires. C'est pourquoi Donald Trump se rend dans une situation vraiment difficile. Il doit régler ça immédiatement. Mais il n'y a pas de solution rapide à ce problème, et les solutions longues et lentes restent mauvaises. Ils bombardent déjà l'Iran, ils doivent l'envahir s'ils veulent faire autre chose parce qu'ils ne peuvent pas arrêter de bombarder l'Iran.
Donc, s'ils envahissent, alors l'Iran intensifie les attaques et il y aura des pertes américaines. Et le détroit reste fermé. Donc, peu importe l'issue que vous imaginez en ce moment. C'est mauvais si Donald Trump vient à la table des négociations, c'est mauvais parce qu'il a alors l'air faible. Ensuite, le régime iranien a survécu, et cela donne un précédent à toutes les autres dictatures du monde. Voilà comment vous survivez, donc quoi qu'il arrive, c'est mauvais. Donc Trump n'a que de mauvaises options. Que va-t-il choisir ? Nous avons quelques informations à ce sujet. Des hauts responsables américains ont informé leurs homologues qu'une opération terrestre pour capturer l'île iranienne de Kark aura lieu, car il n'y aura probablement pas d'autre choix en raison de la perturbation continue du détroit d'Ormuz par l'Iran. Encore une fois, si des marines américains étaient déployés sur l'île, ils la prendraient insurement. Ce n'est pas ça le problème c'est d'être sur cette île avec des hommes physiquement présents là-bas. Que vont-ils faire contre les FPV à fibre optique iraniens ou les FPV classiques ? Que vont-ils faire contre des drones aléatoires qui franchissent les défenses sans se protéger ? Il y aura des pertes, non pas parce que l'Amérique n'est pas la plus grande puissance militaire du monde, mais parce qu'il y aura toujours des pertes. Quand on met des hommes à portée des drones ennemis, c'est ça la guerre aujourd'hui. Et quand il y aura des pertes américaines, ce sera une mauvaise publicité. Voici une autre réflexion intéressante. Les Américains sont à quelques jours de crier. Nous allons débarquer sur l'île de Kark et aux coordonnées suivantes le 3 avril, donc tout le monde en parle, ils débarquent maintenant sur l'île de Kargo. Qu'est-ce qui empêche les Iraniens sur l'île de Kark d'en faire une sorte d'Iwo Jima japonaise, de tout miner, de se terrer sous terre et de se battre comme des diables ? Cela me donne l'impression que les Américains alimentent en réalité ce faux récit, selon lequel ils vont sur l'île de Kargo. Les Iraniens agiraient ainsi et se concentreraient pendant là-bas, mais les Américains feraient-on différemment grâce à leur expérience, l'ayant déjà fait plusieurs fois. Pendant la guerre du Golfe dans les années 90, ils ont diffusé des informations sur un débarquement amphibie, puis ils sont passés par un autre chemin. L'ennemi ne s'y attendait pas. Je veux dire, l'armée américaine est très intelligente, pas du tout stupide, et très capable de planifier ses opérations d'information. Donc je ne pense pas qu'ils vont débarquer sur l'île de Kardak, parce que si c'était vraiment le cas. C'est comme dire aux Iraniens, on débarquera ici, vous pouvez miner autant que vous voulez, on viendra quand même. C'est pourquoi je doute qu'ils le fassent. À moins que ce ne soit un ordre politique massif de Donald Trump auquel les généraux ne peuvent pas dire non, alors il y aura des pertes. Des rapports arrivent maintenant sur des attaques étendues sur la côte de l'Iran à Bandara, Bass, Pusher-Banderlang et ainsi de suite. Il est évident que les États-Unis attaquent pour affaiblir l'Iran, les systèmes de défense de l'Iran le long du détroit d'Ormuz. Cela semble lié aux efforts visant à affaiblir les capacités navales, de missiles et de défense aérienne des Iraniens autour du détroit d'Ormuz, préparant ainsi le terrain pour un débarquement amphibie. J'espère vraiment que ce ne sera pas vers l'île de Card, car cette île sera minée jusqu'à l'anéantissement. Ce qui est étrange dans tout cela, c'est que Donald Trump doit changer cette situation, ou y mettre fin, ou la régler très rapidement. Il doit aussi maintenir des prix du pétrole bas dans le monde, comme le font tous les présidents américains. C'est l'objectif principal. Et en combattant l'Iran, l'Amérique ne veut évidemment pas faciliter la tâche à l'Iran pour gagner de l'argent, mais ils doivent aussi maintenir les prix du pétrole bas. Et maintenant, nous sommes dans une situation où Trump est en quelque sorte forcé par les marchés pétroliers mondiaux, et il l'a déjà fait. Les États-Unis assouplissent les sanctions sur le pétrole iranien pour tenter de contenir les prix de l'énergie, tout en maintenant celles sur le pétrole russe. Donc l'Iran peut maintenant gagner de l'argent grâce à son pétrole, et la Russie peut gagner de l'argent grâce à son pétrole. Et l'Amérique se bat contre l'Iran tout en leur permettant de gagner de l'argent en même temps. C'est tellement bizarre. La situation est vraiment étrange. D'accord, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc je vais simplement vous parler de Valery Zaloujny, l'ancien général responsable de l'offensive d'été 2023 de l'armée ukrainienne, qui a été un échec massif. Mais Zaloujny a été limogé après cela. Mais il en a évidemment tiré des leçons et maintenant il met en garde les États-Unis. Regardez ça. Parce qu'il a commis ses erreurs, prêtes à se répéter en Iran. La chose la plus importante, c'est que la présence de personnes vivantes dans cette zone non seulement n'a aucun sens, mais c'est aussi impossible. Puisque ce territoire est entièrement contrôlé par des drones qui traquent les personnes et les machines. Ce serait une grosse erreur si quelqu'un essayait de transformer un soldat en machine. Apparemment, quelqu'un a pensé qu'il était aussi possible de tout nettoyer en 3 jours en Iran.
Mais si le camp de la défense adopte une stratégie d'usure, alors le camp de l'attaque aura certainement de gros problèmes. Parce que des technologies pensées bon marché et très efficaces ne détruiront pas seulement l'industrie pétrolière du Moyen-Orient, mais aussi l'économie de quiconque essaierait de reproduire l'expérience de l'Ukraine au Moyen-Orient. Malheureusement, nous voyons Donald Trump répéter en fait les erreurs de Poutine. Ce que Poutine fait depuis 4 ans et 3 jours avec cette opération militaire spéciale se produit aussi malheureusement en Iran. Et pourquoi devrions-nous prendre les paroles de Zaloujny au sérieux ? Eh bien parce qu'il a échoué. On apprend des échecs, on parle à partir des échecs. Zaloujny a subi d'énormes pressions politiques pour lancer l'offensive en 2023 alors que l'Ukraine n'était pas militairement prête à la mener. Une grande partie de l'équipement promis n'ayant pas été livré ou n'étant pas en état de marche. Il sait exactement à quel point une invasion de l'Iran serait difficile. Cependant, les Américains ne vont pas l'écouter. Parlez d'écouter les Ukrainiens, parce qu'au Moyen-Orient, dans cette guerre en ce moment, cela profiterait vraiment aux Américains. Parce qu'il s'avère que certaines bases américaines, pour leur autodéfense contre les drones, ont tiré jusqu'à 8 missiles Patriot sur une seule cible. Un missile Patriot coûte 3 millions de dollars, alors que la cible, le chat, valait au maximum 70 000. Alors faites le calcul, ce n'est pas viable, c'est un gouffre financier énorme. Vous balancez simplement cet argent et il détruit un drone à 70 000 dollars que l'Iran peut produire en grande quantité chaque jour. Donc les Ukrainiens ont ces drones intercepteurs bon marché qu'ils fournissent notamment déjà aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. En échange de ces drones, l'Ukraine demande au Qatar de lui remettre des avions de chasse Mirage 2000. Le Qatar possède actuellement jusqu'à 12 avions de chasse Mirage et il pourrait avoir un moyen très bon marché, efficace et efficient de se défendre contre les drones iraniens, mais ils doivent céder quelques avions. Ils peuvent acheter de nouveaux avions grâce à leurs ressources en pétrole et gaz, mais ne peuvent pas fabriquer ces drones actuellement. Je pense que c'est une excellente affaire, une stratégie gagnant-gagnant pour Zelensky. C'est la bonne décision. Nous ignorons encore la réponse, mais j'aimerais voir plus d'avions de chasse Mirage du Moyen-Orient dans l'armée de l'air ukrainienne. C'était tout mes amis, pour aujourd'hui dans l'édition du lundi. Je vous retrouverai mercredi puis vendredi. Abonnez-vous à la chaîne et jusqu'à ma prochaine vidéo Slavocrinier et au revoir.